Bon, Madame la députée, merci d'être venue de Saint-Nazaire. Tout à fait. Ce matin, je crois que vous faites l'aller-retour en plus, donc vraiment on est très touchés de votre visite. Je vous remercie, je suis ravie d'être ici. Merci pour votre Merci. invitation. Donc c'est la première fois que vous voyez ce salon. Le même existe à Nantes, hein, comme je vous le disais. Peut-être une petite question d'entrée. Quelle impression générale qu'est-ce que vous retenez de vous qui connaissez bien le monde des seniors? Ce que vous voyez dans ce salon, ça évoque des choses que vous connaissez déjà? Ce que j'ai pu observer lorsque j'ai visité votre salon, c'est vraiment l'esprit de collaboration et un vrai dynamisme tant chez les acteurs professionnels que chez les personnes visiteurs. Et c'est ce qui donne du coup de l'espoir pour le devenir de nos seniors pour les futures années. D'accord. Et alors vous qui êtes ancré dans les territoires, il y a un sujet qu'on ne peut pas beaucoup aborder dans un salon comme ça ici, parce que ça ne s'y prête pas vraiment. Mais j'avais envie de vous entendre sur la politique de la ville ou la politique du département, enfin la politique des instances publiques territoriales pour faciliter la vie des seniors. C'est tout le réseau des villes amies des aînés, par exemple, dont que Nantes a rejoint il n'y a pas très longtemps. Voilà. Quel est votre sentiment sur ce sujet-là? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur les territoires, qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de nos aînés. Et il y a une vraie marge de progression, c'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait un meilleur maillage, c'est-à-dire que les choses sont encore beaucoup trop cloisonnées entre le milieu sanitaire, médico-social, le milieu social qui est souvent plus lié aux collectivités et aux municipalités, l'information qui est parfois trop diluée. Je pense qu'il y a vraiment des choses à retravailler pour que la personne âgée, la personne en demande, en besoin de services spécifiques puisse trouver très facilement une réponse à ses besoins. Parce que trop souvent, ce qu'on observe, c'est que les choses attendent la dernière minute avant d'être mis en place au domicile. Et c'est là tout l'objectif de votre salon, c'est justement travailler sur la prévention en amont du vieillissement qui ne doit pas être vécu comme une fatalité, mais comme un parcours de vie et une chance pour tous. Et c'est quelque chose qui est universel. Absolument. Et le maintien à domicile ou le maintien, rester chez soi, ça vous paraît être la priorité? C'est ça que vous avez envie de défendre dans les projets que vous portez? Je pense que pour une certaine partie de la population, effectivement, cela doit être développé. On ne pourra pas échapper pour certaines personnes qui ont des grosses pathologies avec des grosses dépendances, l'institutionnalisation. Mais on sait que le nombre de personnes âgées va énormément augmenter pour les 10, 15, 20 années à venir. Et il serait illusoire de croire qu'on pourra construire autant de places d'hébergement qu'il y aura de personnes âgées. Donc on doit travailler et le maillage du domicile et peut-être repenser la configuration de nos établissements d'hébergement qui aujourd'hui, on le voit, arrivent à bout de souffle sur plusieurs secteurs, notamment les EHPAD. La ministre de la Santé et des Solidarités, d'ailleurs, que le modèle de l'EHPAD est arrivé un peu à bout de souffle. À bout de souffle, parce que quand l'EHPAD a été inventé il y a quelques années, la population n'avait pas le même profil et les critères d'admission n'étaient plus ce qu'ils étaient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une cohabitation entre des personnes très dépendantes physiquement et des personnes qui ont des troubles cognitifs, mais qui du coup restent très mobiles. Et c'est cette cohabitation qui peut être parfois lourde à apporter pour nos soignants. Mais j'insiste sur le fait que la dépendance ne représente que 10% de nos personnes âgées. Vous avez raison de le dire. Et que vous avez 90% des plus de 65 ans qui ont une vie autonome et qui resteront autonomes très longtemps. Et je pense que notre action publique doit vraiment porter sur ces personnes-là. J'aime bien votre dernière phrase parce que on parle à beaucoup de médias, en particulier hier à l'occasion du salon. Et je trouve que c'est moi qui m'en occupe. Et je martèle auprès des journalistes qui me parlent de dépendance que oui, certes, il y a des dispositifs pour, disons, pallier la dépendance ou pour aider les personnes dépendantes. Mais qu'il faut rappeler à tout le monde qu'on a quand même 9 chances sur 10 de finir ses jours autonome, ou en tout cas avec une autonomie suffisante pour ne pas dépendre de quelqu'un. Tout à fait. Je pense qu'on doit vraiment positiver le message, ne pas stigmatiser les personnes dépendantes parce que ça provoque des peurs et c'est contre-productif à l'essor d'une société qui a une vraie chance d'avoir une population qui vieillit et parce que ça apporte de la solidarité, ça développe le monde associatif, de la transmission aussi parce qu'on a beaucoup à travailler avec les enfants, expliquer de manière pédagogique qu'est-ce qu'est le vieillissement, comment est-ce qu'on doit respecter nos aînés, est-ce qu'ils ont à nous apporter. Donc, vous avez des expériences là-dessus de transmission
transmission du sujet du vieillissement, de pédagogie du vieillissement auprès de générations plus Pas jeunes? suffisamment, je pense. Beaucoup de choses se font sur la maladie d'Alzheimer, sur le handicap, mais sur le vieillissement, de manière plus générale, je trouve que ça manque et ça demande justement à être développé. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, Madame la députée.